Bonjour à tous, bonjour. Patrick Martin, vous avez proposé un CDI jeune pouvant être rompu sans motif les premières années. Alors, quand une proposition arrive, généralement, il y a des pour, il y a des contre. Là, c'était simple, il n'y avait que des contre. Vous pensiez que ça allait passer ou c'était une sorte de provocation? C'est une idée qu'on a soumise aux syndicats et qui, séance tenante, a été mise dans le débat public, qui mérite d'être précisée. Il y a combien de jeunes au chômage? 20%. Il y en avait combien il y a 20 ans? 20%. Il y en avait combien il y a 30 ans? 20%. Il y en a combien en Allemagne? 5%. L'opinion publique, la collectivité nationale, en tout cas le patronat, ne peuvent pas rester indifférents à cette situation. Et on a donc émis cette idée pour la débattre avec les syndicats C'était une sorte de ballon d'essai. que pour des jeunes qui sont éloignés de l'emploi, 1,4 million de jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en études, dont personne ne s'occupe. Personne. Ça ne s'adresse pas aux jeunes qui ont des diplômes. Cette hypothèse de contrat qui permettrait d'intégrer et de former les jeunes, si elle n'est pas reprise, je suis bien curieux de savoir quelles autres propositions les uns et les autres auront pour régler ce problème qui est cruel. Et je finis en disant que ce sont les mêmes jeunes sur lesquels on va faire supporter le coût des retraites. Donc à un moment donné, si on s'occupe des jeunes, c'est peut-être pas mal. Mais cette proposition, telle que vous l'avez formulée, est mornée. Est-ce que vous êtes prêt à envisager une solution moins radicale? Et si oui, laquelle? Mais c'est ce que je viens de dire, moi j'attends les Et la contre-propositions vôtre? des uns et des autres. Mais notre proposition, écoutez, ce sont les mêmes qui tapent sur l'apprentissage et qui, je le redis, veulent faire supporter aux jeunes le coût des retraites et de la dette sociale, qui nous expliquent qu'il ne faut rien faire pour intégrer ces jeunes-là. La proposition qui a été faite, elle intègre une obligation de formation pour les jeunes qui serait très caractérisée, ces jeunes, de la même manière que l'obligation serait très exigeante, c'est-à-dire des jeunes qui, d'évidence, sont éloignés de l'emploi depuis longtemps. Moi, je repose la question, quelle est l'alternative? Nous, on est ouverts à tout, mais il faut régler ce sujet. C'est un problème pour les jeunes eux-mêmes, pour leur famille, pour le pays, pour nos territoires. On va passer des jeunes aux moins jeunes. Une étude des ministères sociaux nous apprend ce matin qu'il faudra 200 000 emplois, 200 000 emplois supplémentaires pour garantir l'autonomie des personnes âgées dans 20 ans. Est-ce qu'on pourra, Patrick Martin, trouver ces 200 000 emplois sans avoir recours à l'immigration, voire à des régularisations conséquentes? Eh bien, le premier point, celui des jeunes, est une manière de réponse. On a sur le territoire national des gens qui ne sont pas en emploi, qu'on doit orienter beaucoup mieux qu'on ne le fait. Le MEDEF a fait des propositions, former beaucoup mieux. Ensuite, si à un moment donné, il faut recourir à l'immigration de manière sélective, choisie et économique, pourquoi pas? Mais commençons par le commencement. Mais vous... Et pardon, j'insiste là-dessus, il y a également des personnes âgées qui se portent parfaitement bien et on vient de raboter l'âge légal de départ en retraite. Donc, de tous les côtés, on réduit la capacité de travail de la France, d'emploi, et d'un autre côté, on se dit « Ah ben oui, alors il va falloir massivement recourir à l'immigration ». Il y a un impératif de cohérence. Si on peut parler de ces sujets de manière posée, sereine, objective, le MEDEF se prêtera à l'exercice. Mais vous convoquez souvent des exemples étrangers. On travaille davantage ailleurs, on paye moins d'impôts ailleurs. Convoquons des exemples étrangers. La très droitière Italie a régularisé 500 000 personnes. La très à gauche Espagne s'apprête à le faire également. La France, de ce point de vue-là, est-elle une île? Est-ce qu'elle peut éviter de le faire? Mais je me répète, là aussi, ça fait partie de ces débats qu'on ne peut pas avoir en France de manière sereine, posée et objective. Mais Tout vous, est vous êtes prêt à l'ouvrir? instrumentalisé. Ce débat sur les régularisations, vous êtes prêt Bien à l'ouvrir? sûr, mais je redis, en commençant par le commencement, faisons travailler, en les aidant, tous ces jeunes qui sont éloignés de l'emploi, continuons à travailler un peu plus longtemps, donc ne suspendons pas la réforme des retraites. À un moment donné, c'est un tissu d'incohérence, ces débats et ces décisions publiques. Il y a une quantité de travail qu'il faut savoir satisfaire, et là, on pourra pourvoir ces emplois. Vous rencontrez ce soir, je crois, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Est-ce que vous allez lui recommander d'être plus ferme, que l'Europe soit plus ferme avec les États-Unis? Mais écoutez, je le lui ai déjà recommandé. Je vous cite juste un exemple. J'avais dîné avec elle au mois de juin. J'avais insisté sur le fait qu'elle devait être beaucoup plus rigoureuse, la Commission, par exemple à l'égard de Shein et Temu, ces fameuses places de marché chinoises qui inondent le marché européen et qui déstabilisent en particulier notre commerce de proximité. On voit que l'Europe accélère un petit peu, il faut qu'elle accélère encore pour réaffirmer son autorité, sa puissance et ne pas être la passoire du commerce international. Mais vous n'avez pas peur des éventuelles représailles de Donald Trump sur
qui toucherait l'économie française si on est plus Mais bien sûr dur? bien sûr que si. Moi, je me suis occupé de certains secteurs directement menacés. Je pense aux vins et spiritueux, au cognac en particulier. Donc, on est parfaitement conscient de ça. Mais il ne faut pas non plus que l'Europe se sous-estime. Le vrai sujet, c'est qu'à l'intérieur même de l'Europe, nos pays se coordonnent mieux. Moi, je parle beaucoup avec mes homologues patronaux, par définition, allemands, italiens, espagnols, et on s'accorde sur une ligne qui est quand même une ligne de fermeté. Est-ce qu'il faut, par exemple, exclure les GAFAM, ou en tout cas les grandes entreprises du numérique, des appels d'offres pour les entreprises européennes? Soyons lucides, on ne peut pas le faire. C'était ma relance. Voilà. Donc ça renvoie à quoi? On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens de se passer. Essentiellement, on ne sait pas le faire. Donc ça renvoie à cet impératif que l'Europe se ressaisisse, gagne en compétitivité, consacre plus d'argent à l'innovation, à l'investissement, aux compétences, de sorte que le plus vite possible, on se remette sur un pied d'égalité en matière de technologie avec les Américains, mais avec les Chinois aussi. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Non, ça va prendre quelques années. Raison de plus pour l'entamer très vite. Dernière question, dernier aspect, Monsieur le Président du MEDEF, Roland Lescure, hier, a refusé de s'engager sur la suppression de la surtaxe sur les grandes entreprises. À peine ce budget adopté, est-ce que vous avez déjà des craintes pour celui de l'année prochaine? Bien sûr qu'on a déjà des craintes. Non, puis moi je suis quand même très, très dépité, en définitive, et assez inquiet de voir que tout est reporté à 2027. Dont, je reviens là-dessus, le sujet de l'emploi des jeunes. On verra en 2027, comme si tout le monde pouvait attendre. Le monde bouge, nos concurrents accélèrent, on se déclasse progressivement, y compris en matière de compétitivité et de compétitivité fiscale. Moi, je comprends la complexité de l'équation pour le ministre Lescure, mais enfin, ça serait bien qu'il nous envoie assez vite, pas lui-même, le gouvernement, un signal un peu rassurant pour 2027, parce que l'économie ne peut pas être suspendue. Patrick Martin, président du MEDEF, invité des 4V. Maya, c'est à vous. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci René de la Carrière-Leven et Ludovic Legris pour la traduction en langue des signes.